Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 29 juin. Nous parlerons aujourd'hui des grandes fêtes de Lens, d'un forum énergie, de start-up en herbe, des médériales à Méricourt, de la fête du bassin minier, de sport, de chansons, mais aussi de nouvelles technologies. Notre invité nous invitera à cette grande fête du bassin minier UNESCO qui célébrera ses 5 ans. Et tout de suite, pour vous parler de tout ça, je rejoins Justine sur le plateau de Télégoël. Bonjour Justine, merci de m'accompagner sur le plateau de Télégoël pour parler de la richesse de notre territoire. Pas de souci, bonjour Valérie, bonjour à tous et à toutes. Alors, créé en Chicago en 1917 par Melvin Jones, le Lions Club a fêté ce week-end ses 100 ans. L'occasion pour les membres d'inaugurer la réimplantation de la main de la fraternité à Vimy, déplacée pour la construction du musée du mémorial. Cette stèle de granit, sculptée par M. Buisseret, porte les valeurs du Lions Club. Si les hommes et les peuples se comprenaient, les guerres n'auraient plus de raison d'être. Le Lions Club venait de naître. Nous avons commémoré le 100e anniversaire du Lions Club qui a vu le jour en 1917, très exactement le 7 juin. On l'a commémoré sur le site de Vimy qui avait été théâtre d'une autre commémoration il y a 50 ans avec la mise en place de la main de fraternité par un gouverneur du district 103 Nord, issu du club de Lens, Paul Raoul. Et les hasards de l'histoire font que c'est moi, issu du club de Lens, gouverneur pour le 100e anniversaire, qui a initié cette cérémonie, qui a été rendue possible par la relocalisation de la main de fraternité, le monument canadien ayant eu besoin donc, de l'emplacement où elle avait été mise en place il y a 50 ans et qu'il l'a relocalisée à l'angle du musée. Voilà. Cette main, quand le musée a été mis en place, le Canada, par le biais de son représentant, nous a demandé la possibilité de délocaliser la main. Bon, évidemment, ça allait de soi. Et ils nous l'ont relocalisée là où elle est actuellement. Si vous voulez, bon, la création du Lions Club, à mon avis, est liée aussi assez étroitement à la guerre de 1914-18, mais c'est l'arrivée des Américains au mois d'avril qui sont rentrés donc, dans la guerre, qui ont fait qu'un Américain, Melvin Jones, s'est dit qu'il fallait peut-être arrêter ce genre de tuerie et que si les peuples se comprenaient, communiquaient, si les hommes communiquaient entre eux, peut-être que les guerres pourraient être évitées. Donc c'est un concept très simple, hein, pour ne pas dire peut-être simpliste, et auquel est venu s'ajouter le concept d'aide à ceux qui en ont besoin. Et donc voilà, le Lions Club s'est créé, comme je l'ai dit lors de mon discours, ils étaient 800 membres en fin 1917. Donc 6 mois après, répartis dans 25 clubs américains. Actuellement, nous sommes à peu près 1 500 000, répartis dans 2000, je ne sais plus combien de clubs, et sur 220 pays. On va travailler main dans la main pour faire de cette vision une réalité. Si vous avez la fibre caritative, si vous avez la fibre humaniste, venez donc nous rejoindre. On sera un plaisir, on ouvre nos clubs, on fait des soirées découvertes pour expliquer un petit peu ce que l'on fait. Donc n'hésitez pas. C'est au Cubana Bar de Lens que les commerçants, cafetiers et restaurateurs lensois étaient réunis vendredi dernier pour l'inauguration de Festilance, une nouvelle association de commerçants très motivés. Ce groupement des métiers de bouche lensois, composé de 22 adhérents, vise à réunir les commerces de Lens afin de divertir les lensois et développer des festivités. Ce projet, fruit de 2 ans de réflexion et de préparation, va venir compléter l'union commerciale Shop in Lens, qui est quant à elle basée sur le dynamisme du centre-ville,
Nous avons interrogé Sébastien Lannoy, gérant du Cubana Bar et président de l'association Festilance, et Sylvain Robert, maire de Lens lors de cette inauguration. Festilance, c'est une association de commerçants lensois qui se sont fédérés au cœur de nos métiers. Alors nous, l'idée c'est très simple, c'est de divertir le public, le lensois, et puis bien sûr les touristes, de s'informer entre commerçants, et puis quand il le faut, de faire preuve de solidarité, de s'entraider. Voilà, c'est un peu l'objectif que l'on a mis tous en place, amis commerçants qui sont présents ici et qui représentent le bureau que je vais citer très vite, le Cabaret Catifoli, le Mac Evans, la Loco, le Café de Paris, la Civette et le Cubana Bar. C'est vraiment une nouvelle étape parce qu'aujourd'hui on avait des relations avec l'association de commerçants dans son ensemble, mais aujourd'hui on a certains métiers qui ont décidé de passer une étape supplémentaire, de pouvoir s'organiser pour compléter nos animations et vraiment peut-être même encore donner une autre dimension et prendre des initiatives comme on a pu le voir sur la fête de la musique et comme on le verra ce soir avec la première édition des terrasses en fête. Les commerçants s'emparent vraiment de nos animations, des animations de la ville, les amplifient, voire même en créent des nouvelles. Donc c'est vraiment tout bénef pour tout le monde. Et on vous attend très très nombreux sur les futures terrasses en fête. La première pour aujourd'hui, rendez-vous le 13 juillet pour la prochaine, le 12 août et le 22 septembre. À vous de choisir votre date ou vous venez sur toutes les dates. C'est comme vous le souhaitez. Ouais, je pense que là-dessus on peut avoir que du plus. Si on a la chance d'avoir du beau temps, ce sera formidable. Vous pouvez retrouver la liste de tous les adhérents, mais aussi toute l'actualité de l'association sur la page Facebook Festilance. Après la maison syndicale de Lens, au tour du lycée Diderot de Carvin d'accueillir le Forum Énergie de Rallens. Environ un mois après la présentation de ce grand chantier énergétique, le pôle métropolitain de l'Artois et Euralens ont de nouveau rassemblé massivement les acteurs majeurs du territoire pour ce second rendez-vous. L'objectif n'a pas changé, mais le chantier a progressé, laissant apparaître quelques idées concrètes qui devraient être validées lors du 3e rassemblement en automne prochain. C'est ce que nous explique Jean-François Caron, maire de Le Sangoël. Ce qui se joue aujourd'hui à Carvin, c'est le regroupement à l'échelle de 3 agglomérations sur en quoi la question de l'énergie, du coût de l'énergie, des investissements dans les énergies renouvelables, des investissements dans la réhabilitation des bâtiments, en quoi c'est porteur d'économie pour les habitants, pour ceux qui payent le chauffage, etc. En quoi c'est créateur d'emplois, en quoi ça répond à des enjeux de préservation des ressources et de l'atmosphère. Donc c'est un projet de développement économique, c'est un projet qui va toucher au porte-monnaie des habitants, dans le bon sens, et qui va dans le bon sens environnemental. Mais pour réussir ça, il faut qu'on ait tout le monde autour de la table. C'est ça qu'on essaye de faire, de réunir, qu'on fait, puisque ça marche très bien, on a beaucoup de monde, de réunir à l'échelle de 600 000 habitants tous les grands acteurs de ça, et de bâtir un plan à 10 ans, une stratégie où ça pousse, ça se décline dans chacune des villes, ça passe à l'acte. Par exemple, on a des agriculteurs qui ont envie de monter une méthanisation, c'est-à-dire mettre leurs déchets agricoles pour faire du biogaz et pour pouvoir créer de la chaleur à partir des déchets du territoire, par exemple. Et donc, Euralens, c'est ce forum d'acteurs, puisque là, on voit que le sujet, c'est plus que la question de l'argent qu'on y met, c'est surtout que tout le monde travaille ensemble. C'est ça qui est, quand on analyse la question énergétique, c'est ça qui est clé. Donc voilà, là on est dans cette phase de choix des projets concrets, opérationnels, pour les proposer à l'automne en validation définitive aux 3 agglomérations et pour que les partenaires privés puissent signer leur engagement à réussir ces projets-là. C'est un des enjeux attractifs du territoire, la connexion Internet très haut débit. Nous nous sommes rendus à Loison-sur-Lens jeudi dernier. La OSFR a lancé officiellement au public son offre de fibre 1 gigabit pour 12 communes de l'agglomération. Un territoire connecté est un atout essentiel pour gagner en attractivité économique et démographique. En partenariat avec SFR ex-Numéricable, Sylvain Robert avait inauguré en décembre dernier la fin du premier volet des travaux permettant d'offrir la fibre à 1 gigabit dans 12 communes de l'agglomération. La ville de Loison-sous-Lens en fait partie et a été choisie pour le lancement officiel de l'offre au public. Le maire de Loison-sous-Lens, Daniel Kruska, et Didier Yel, président de la commission économie et attractivité de l'agglomération, ont tous deux rappelé les enjeux économiques impliqués dans ce projet.
Ils ont également profité de la présence du directeur régional SFR pour honorer le travail discret et efficace de ses équipes. D'aller leur transmettre toute la satisfaction qu'on a de la qualité du travail qui a été réalisé dans nos villes. Ce dernier n'a d'ailleurs rien laissé au hasard, il a voulu montrer aux élus le travail minutieux que réalisent au quotidien ces techniciens. C'est ce fil de 1 mm là qui donne toute la puissance pour un foyer. Voilà. Le passage, on arrive, on voit directement la lumière, on voit tout de suite sur quoi on peut intervenir. Après avoir découvert la partie technique, les élus se sont rendus chez un de ses clients, jeune entrepreneur fraîchement installé dans la commune et pour qui la connexion fibre très haut débit prend tout son sens. Ce que je fais, c'est je conçois et crée des cuisines sur mesure. Donc c'est-à-dire que pour le client, je vais tracer une cellule pour lui créer sa cuisine sur mesure. Donc c'est-à-dire par rapport à ses envies, par rapport à son budget, etc. Une fois que ça c'est fait, le devis est effectué et je peux passer en commande directement à mes fournisseurs via Internet, par mail, etc. C'est exactement la même chose qu'un magasin, sauf que là, tout est directement chez le client et via Internet. Que ce soit pour les commandes, mais aussi par rapport aux clients, j'envoie des 3D, c'est des fichiers qui sont assez lourds, donc forcément il me faut une superbe connexion Internet. Bien sûr, vous allez sur le site novadesign-cuisine.fr. Tout est sur le site. Voilà un bel exemple d'attractivité économique dont se réjouit déjà la commune, qui n'en attendait pas moins en vue de ses futurs projets. Je pense qu'on va pouvoir faire des avancées extraordinaires, qu'on a sur notre commune un projet de maison de santé pour avoir des contacts avec les spécialistes. Donc les praticiens vont pouvoir être en liaison vraiment beaucoup plus facilement. Je sais que c'est une attente aussi du centre hospitalier de Lens qui va être vraiment de la haute technologie. Donc vraiment, je pense qu'il y a un atout formidable pour notre région et notre ville. Donc c'est un chantier qui a démarré en décembre 2015 et c'est un vrai succès puisque nos équipes, en l'espace de 1 an, ont terminé le premier volet. C'est-à-dire qu'il y a plus de 54 000 foyers qui sont aujourd'hui éligibles au 1 gigabit. Et le second volet, ce seront de 12 communes supplémentaires qui arriveront d'ici fin 2018. Et 72 000 foyers de l'agglomération seront équipés à la fibre optique de SFR au 1 gigabit. Dans une démarche globale de prévention, la ville de Arnes a permis à 8 assistantes maternelles du RAM de bénéficier d'une formation sauveteur secouriste du travail. Désormais, elles disposent des notions de secourisme et sont prêtes à faire face à une situation d'urgence. Encadrées par un professionnel, les assistantes maternelles ont alterné entre connaissances théoriques et gestes pratiques sur du matériel ou entre binômes. À l'issue de cette formation, elles sont désormais capables de sécuriser les lieux, d'examiner la victime, d'alerter et de secourir la victime. En plein cœur de la Louvre-Lens-Vallée, nous avons découvert des entreprises innovantes à travers d'ateliers de réflexion basés sur l'intelligence collective. Le but de ces ateliers est de fédérer tous les acteurs concernés par le développement économique à travers la culture sur le territoire. Puisque la mixité est au cœur de la Louvre-Lens-Vallée, plusieurs entrepreneurs étaient accueillis, qu'ils soient artistes, designers ou start-up, mais aussi acteurs de la culture, Office du tourisme Louvre-Lens-Cales. L'objectif de cette journée très créative est de penser ensemble à des projets concrets pour le territoire. Un reportage de Jaderon et Anthony Vermus. Futur bâtiment totem livré en 2018. Donc voilà, on a vraiment voulu penser ce lieu ouvert, transparent. Celui du bal que vous voyez derrière moi travaille sur la thématique data, donc les données touristiques, comment mieux les exploiter. À chacun, on a soumis une problématique et ensuite, chaque groupe est complètement libre de proposer une solution innovante qu'ils devront nous présenter à la fin sur la pancarte sur laquelle ils sont en train de travailler. Et là-haut, ceux qui viennent de pousser le cri de guerre sont en train de répondre à la problématique comment, à travers l'axe culturel, nous engendrons du développement économique sur le territoire. On a la présence de Egg comme start-up, on a la présence de Wizard, on a la présence d'Urbic. Ensuite, on a un collectif d'artistes aussi. On a l'Office du tourisme, on a la Cales, on a le Louvre-Lens, on a le Data 62. Enfin, voilà, on a une quarantaine d'invités qui sont présents et qui sont là depuis ce matin. Des conditions sine qua non pour que le projet fonctionne. Quels seraient pour vous les moyens à mobiliser? Comment le projet développé tiendrait la route? Tu as des idées d'une équipe comment? Donc là, Tiffen a proposé qu'il y ait des usagers dès le départ.
Je connais pas le projet. On n'aurait jamais imaginé ça tout seul dans notre coin, donc le fait d'avoir partagé, le fait d'avoir rencontré, de s'être un peu parfois titillé sur certains sujets, en fait ça marche quoi. La braderie de Lille, la braderie de Quartier. Je me suis retrouvé seul sur un territoire. Moi, ce qui me marque, c'est l'ambition. On est tous ambassadeurs de ce territoire, du bassin minier ou autour de Louvre-Lens. On aime ce territoire, on a envie d'en faire quelque chose et on se rend compte qu'il y a un vrai potentiel. Et moi, c'est ça ce qui me frappe, c'est qu'on est tous conscients de ce potentiel et on veut transformer l'essai. Et donc, je pense qu'on est vraiment au début d'une nouvelle étape, une nouvelle période où collectivement, on va essayer d'aboutir à quelque chose de très structurant, très concret pour le public, pour ses habitants, pour les touristes extérieurs. On essaye à bâton rompu de construire des réflexions et puis surtout d'aboutir à des opérations qui peuvent être mises facilement en place. Donc l'idée c'est d'être à l'écoute de chacun et puis de faciliter les interventions des uns et des autres. Et l'envie commune c'est de développer le territoire d'un point de vue touristique et là d'essayer de trouver des solutions d'e-tourisme avec les startups incubées par la Louvre-Lens Vallée. C'est un bon moyen en fait de réfléchir ensemble et d'aller loin. Il y a la cafette juste là, pour pouvoir travailler en position debout et assis. Ouais. Pour le bien-être des entrepreneurs. Ouais, enfin debout. On a pu faire la visite des modulaires que l'on reçoit bientôt, donc les bâtiments qui se trouvent dans la cour au fond, qui vont accueillir justement les startups, mais pas que. Comme je le répète, c'est un lieu ouvert, donc que vous soyez habitants, étudiants, entreprises, ou locaux ou acteurs publics, vous êtes les bienvenus pour penser à nos côtés comment transformer ce territoire par la culture. Première ronde des géants ce week-end à Lens. Plus de 40 géants de toute taille ont foulé le pavé de Lens, entourés de fanfares, pipe-bandes et autres groupes musicaux. Ils ont mis l'ambiance dans les rues devant un public un peu trop sage, mais appréciant le spectacle. Pour preuve, le nombre de téléphones portables sortis pour prendre des photos. Un succès populaire qui a permis aux 20 000 spectateurs de se rassembler autour d'une tradition locale qui remonte au passé industriel et qui avait dû être annulée l'année dernière pour cause de sécurité. Une sécurité qui, cette année, a bien rempli son rôle. En effet, aucun incident majeur n'a été déploré, et ce, grâce aux nombreux personnels déployés sur le parcours et au PC Sécurité, dans lequel on nous a permis de prendre quelques images. Alors ici vous êtes à l'hôtel de ville, vous êtes à la salle des conférences au 7e niveau. C'est là où habituellement se déroule le bureau municipal. Aujourd'hui la salle du bureau municipal est transformée en PC sécurité à l'occasion de la ronde des géants pour coordonner tout le dispositif de sécurité et secours qui a été déployé aujourd'hui. Donc vous avez à la fois les sociétés de secouristes qui sont présents. Donc les policiers bien entendu, les ASVP qui sont là aussi pour prêter main forte au niveau surveillance générale sur tout le parcours. Et puis après vous avez les personnes qui coordonnent le PC sécurité avec M. Mazur, conseiller municipal délégué à la sécurité. Alors sur ce dispositif, étant donné qu'il a été rodé avec la braderie, disons qu'il a fallu 3 réunions municipales techniques avec les agents de terrain pour pouvoir mettre en place ce dispositif en lien avec le conseil municipal délégué à la sécurité. Et puis, disons que sur 1 mois et demi, 2 mois, on a réussi à remettre au point les mêmes dispositions. Alors un tel dispositif se crée de longue haleine, nous y travaillons depuis plusieurs mois maintenant, avec un premier essai qui n'avait pas pu prospérer au mois d'août dernier, et l'engagement de chaque partenaire à tout faire pour que cet événement ait lieu. C'est le cas aujourd'hui, c'est une belle réussite et que nous portons aujourd'hui, notamment au PC Sécurité, avec M. Mazur aux manettes et l'appui de toutes les forces de la police nationale de Lens. Et puis surtout les principaux intéressés qui sont les spectateurs, dont on peut constater qu'ils arrivent tranquillement, se plient aisément à ce qui leur est demandé, et le tout avec beaucoup de compréhension et beaucoup de bonne humeur, ce qui est l'essentiel. La sécurité, pour que ça marche, ça se coproduit, et ça se coproduit tranquillement et avec lucidité et capacité à faire le travail comme il convient, pour que tout l'après-midi soit dense et animé. C'était l'objectif, et j'espère que nous pourrons le constater définitivement à la fin de la journée. Et en tout cas, nous faisons tout pour. Vous l'avez vu, le spectacle s'est déroulé en toute sécurité et nous vous offrirons plus d'images de ce défilé des géants à la fin du JT.
Le week-end dernier, c'était la 22e édition des Médériales à Méricourt. Ce grand rassemblement festif avait comme thème la soif de liberté, de solidarité, de culture et de poésie. Une vingtaine d'affiches étaient exposées illustrant des poèmes que le public déclamait. De nombreux jeux collectifs et des animations en tout genre étaient au rendez-vous danse hip-hop, country, concert. Toute la journée, un appel aux dons était lancé et les habitants, les associations et entreprises locales ont pu participer au financement de la future épicerie solidaire. Plus de 6 000 € ont été récoltés, un beau cadeau pour la naissance de l'épicerie sociale qui ouvrira ses portes à la rentrée. On vous offrira beaucoup plus d'images à la fin de ce JT. De nombreux spectacles théâtraux et musicaux pour cette nouvelle édition de Taraderuze à Lens. 16 compagnies de tout genre ont évolué dans les rues de la commune, jouant avec le public venu nombreux assister aux représentations qui ont duré toute l'après-midi et se sont terminées par une parade originale pyrotechnique sur la place Jean Jaurès. Une rétrospective de cette belle journée à la fin du JT. La Technidée, journée organisée par la coopérative Unéal, s'est déroulée le mercredi 21 juin. L'événement regroupait des start-up autour de l'innovation, mais aussi des conférences et des essais organisés par Unéal. L'occasion pour les agriculteurs adhérents de venir échanger et découvrir les dernières nouveautés dans le domaine de l'agriculture. Technidée, c'est une journée de la coopérative. Nous travaillons sur toutes les innovations qui vont permettre d'améliorer la performance de l'exploitation. Et donc là, on démontre tout ce qui permet de faire des avancées. On ne montre que ce qui a prouvé un réel intérêt pour l'adhérent. Nous testons toutes les innovations. L'objectif de cette journée, c'est de montrer tout le travail de la coopérative et toutes les opportunités d'améliorer la performance de l'exploitation. Alors c'est un travail effectivement qui dure toute l'année, puisque nous avons nos agronomes qui mettent au point leurs essais déjà, ça c'est la base. Et après, nous travaillons avec différentes sociétés, des start-up qu'on sélectionne et on travaille en les essayant tout au long de l'année. Plusieurs start-up étaient présentes lors de cette journée, comme Sencrop, jeune entreprise basée à Euratechnologie. Elle œuvre pour une agriculture de précision et de meilleures pratiques agro-environnementales. Sencrop, ce sont des stations agrométéo connectées à la parcelle qui permettent aux agriculteurs et à une coopérative comme Unéal ici au Technidée de pouvoir récupérer des informations ultra locales de ce qui se passe dans son champ. Il peut visualiser donc la pluviométrie, l'hygrométrie, la température de l'air, la vitesse du vent, les rafales, la direction du vent. Et c'est des stations qui sont très accessibles. Avant, une station valait plusieurs milliers d'euros. Grâce à ces nouveaux réseaux bas débit et à ces nouvelles stations météo connectées, on est sur des budgets de quelques centaines d'euros pour un équipement pour l'agriculteur. La petite antenne qui est juste derrière la station Sencrop va envoyer une petite information sur un smartphone. Ce smartphone, je vais voir mes relevés tous les quarts d'heure. Je vais voir mes courbes, mes historiques de température, d'hygrométrie, etc. Et sachant que des sujets comme l'hygrométrie sont importants pour l'arrivée de maladies. Donc on va pouvoir prédire l'arrivée de maladies. Pour les agriculteurs, c'est un moment de convivialité et d'échange. Ils viennent améliorer leurs performances techniques et connaître les innovations. C'est le cas de Jean-Sébastien Chamillard. Il vient pour la première fois voir les essais réalisés par Unéal. Je suis venu simplement pour voir un petit peu les innovations, les essais qui étaient faits par Unéal. Il y a deux choses, il y a la partie extérieure où c'est les essais en culture, et puis après les essais intérieurs, c'est tous les startups qui sont dans le monde agricole. Je suis intéressé particulièrement à la pulvérisation, pour la pulvérisation en bas volume. Donc en fait j'ai été voir les essais qui ont été mis en place par Syngenta. Donc en fait c'est simplement pour diminuer les doses de produits fongicides. Donc j'ai discuté, échangé avec la personne qui s'occupe des essais chez Syngenta. Donc je trouvais ça c'était intéressant. Le parc départemental d'Olin accueillait mercredi 21 juin les élèves des écoles primaires et des collèges du territoire pour la remise de prix du concours Défi Internet 62. Ce défi consistait à répondre à une quinzaine d'énigmes centrées sur le département du Pas-de-Calais, patrimoine, histoire ou encore culture. Et une seconde partie du concours consistait en la production d'un document numérique sur le patrimoine local. Romain est parti à la rencontre de Blandine Drin, vice-présidente du conseil départemental, et de ses jeunes incollables sur le bassin minier. Le défi Internet 62, c'est une série d'énigmes qui est proposée aux élèves des écoles primaires et des classes de 6e, y compris les 16e SECPA, pour leur permettre d'appréhender justement les usages d'Internet, comment on se sert d'Internet, comment on fait une recherche. Les énigmes sont posées aux élèves par un monsieur mystère
dont personne ne connaît l'identité. Pourtant, ça fait désormais la 18e année qu'est organisé ce défi, mais personne n'est parvenu à identifier Monsieur Mystère. On s'attache chaque année à ce que parmi les énigmes, il y ait des énigmes qui portent sur l'histoire, sur la culture, sur le patrimoine du département du Pas-de-Calais, puisque l'autre objectif, c'est de faire découvrir aux élèves la richesse de leur beau département. On est inscrit au patrimoine de l'UNESCO et c'est important parce que parfois l'image de ce département est un peu galvaudée. On a tendance à ne citer que les indicateurs négatifs et nous souhaitons rendre aux élèves du Pas-de-Calais la fierté d'être des ch'tis du Pas-de-Calais, la fierté d'être les habitants de ce beau département qui ruisselle de richesse. Les évolutions qui vont arriver par la suite, alors on est vigilant surtout à varier les lots parce que les classes ont l'habitude de participer et donc on veille à ce qu'une classe n'ait pas deux années de suite le même lot, la même récompense. Donc cette année on a varié un petit peu, puis on s'adapte aussi parce que les nouvelles technologies vont très très vite et les objets qu'on pouvait jusqu'ici offrir sont très vite désuets. Et l'évolution portera aussi sans doute sur justement cette journée finale qui a lieu depuis 18 ans au Parc de l'Ain et peut-être qu'on réfléchira peut-être à voir si on peut envisager un autre format, un autre lieu. Afin de soutenir la candidature de Paris au JO 2024, une journée olympique nationale était organisée vendredi dernier. L'événement, géré par le Comité national olympique sportif français, avait pour but de mettre en avant le sport au travers de l'UNSS et l'USEP, qui symbolisent la jeunesse. Au total, 2024 enfants étaient présents pour réaliser toutes sortes d'activités sportives, mais aussi un défilé et un flash mob à l'Arena Stade couvert de liévin. Cette journée nationale olympique, au travers de la jeunesse, va symboliser justement le fait de venir pratiquer une discipline olympique qui aujourd'hui symbolise à la fois les trois mots importants qui sont bouger, apprendre et découvrir. Au programme, on avait 18 activités qui étaient représentées ici même sur le stade couvert de Liévin, mais aussi sur le parc Ralencourt au travers de l'USEP qui avait mis en place un grand tournoi de football qui réunissait plus de 1000 gamins. Et au travers d'ici, là on avait du hand, de l'athlétisme, du basket, enfin il y avait de l'escalade, enfin il y avait des tas de disciplines, mais aussi des disciplines sportives qui ne sont pas forcément olympiques, telles que l'aéromodélisme, où les jeunes ont pu découvrir justement cette activité qui sort un peu du commun. Ou que le parapente, même chose que le parapente. Et on n'a surtout pas oublié le handicap, parce qu'on avait aussi le handisport qui était présent, le comité départemental handisport, et aussi le comité départemental du sport adapté. Mettre en avant tous les gamins, que ce soit l'UNSS ou les ZEP, dans cette enceinte, avec un défilé, avec la musique des Jeux Olympiques. Et puis aussi, à la fin, vous avez vu le flash mob qui a bouleversé, je dirais, à la limite, ces tas de gamins au niveau de l'ambiance et tout. Et aussi, encore une fois, le symbole de Paris 2024, où on espère à chaque fois, à chaque jour, à 82 jours de la déclaration du 13 septembre, d'avoir les Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Et je tiens à souligner qu'encore une fois, il faut absolument que nous, on démontre que le département du Pas-de-Calais est très riche en termes de bénévoles au travers des activités sportives où on peut amener justement du monde autour du sport et surtout le partager. Ça, c'est important. Comme vous le savez, le 21 juin dernier, c'était la fête de la musique. Nous sommes allés à l'APUI de Bulle-les-Mines pour y découvrir les événements de la journée. Il y avait la présence des étudiants de La Ferté, association pour la formation, l'expérimentation et la recherche en travail éducatif et social, qui tenait différents stands, ainsi que la présence de structures liées au handicap du secteur lensois et des environs. Au programme des groupes locaux et régionaux, de la danse orientale, des chorales, de la guitare acoustique et bien d'autres encore. Un reportage de Jade Auron et Justine Brasier.
nous sommes associés sur l'organisation de cette journée fête de la musique, qui est organisée principalement par les APUI de Lens et environ. APUI de Lens et environ, c'est le centre d'accueil de jour, les écureuils, si je ne dis de bêtises, et le centre Les Glycines. Alors l'objectif de cette journée, c'est de permettre une grande journée d'échange et de partage, permettre à différentes structures diverses et variées autour de l'handicap de pouvoir se retrouver autour d'une grosse manifestation culturelle. Il y a un peu de tout. Il y a aussi pas mal de petits ateliers, de petits stands. Un stand de tresse africaine, voilà. Bon, après, avec la chaleur, nous, on est plutôt allé dans les spectacles que dans les ateliers. Un peu de karaoké aussi ce matin. Le spectacle que nous avons joué, nous l'avons déjà joué à Dieppe, donc au festival Lame de Fond, organisé par l'APUI de Dieppe. Donc ça nous permettait, nous, de partir en séjour et de pouvoir jouer sur une autre scène aussi. On fait les festivals, voilà, avec le petit groupe Création, Expression, Marionnette. Nos jeunes se sont éclatés, on a eu la chance de pouvoir jouer sur la scène ouverte, ce qui est intéressant pour nous parce qu'on aime aussi pouvoir montrer ce qu'on produit en fait avec les jeunes. Voilà, donc super accueil à refaire. L'IUT de Lens et plus précisément la licence professionnelle Marknum récompensait ce lundi 26 juin les étudiants qui tout au long de cette année ont su créer leur propre start-up. AdDrink, MyVegan, Miel d'Artois, La Fabrique des Créatrices et Birétro. Ces 5 start-up sont passées devant un jury composé de 6 professionnels. Nous nous sommes rendus au campus Euralogistique sur la plateforme Delta 3 à Dourges où avait lieu cette remise de récompense. Ils étaient 5 groupes à avoir créé leur propre site internet. Après avoir inventé leurs produits, ces étudiants en e-commerce et marketing numérique ont dû le mettre en ligne, établir des stratégies ou encore mettre en place la logistique. Bref, créer une véritable start-up. Que ce soit vintage, que ce soit des chapeaux, des gants, des épaules. On veut des personnes complètes et c'est pour ça qu'on les forme pendant un parcours d'environ 9 mois, étape par étape, de l'idée, aller sur le terrain pour la vérifier, mettre en place le site internet, ensuite développer le plan d'affaires et après c'est parti, on lance le produit et là s'arrête en fait ce cursus de formation. Donc ils sont prêts à intégrer les entreprises d'e-commerce. Aujourd'hui c'est la dernière étape de leur parcours sur plusieurs mois. C'est ce qu'on appelle la preuve de concept, c'est qu'ils arrivent avec l'ensemble de leurs produits finis. Ils présentent au jury 2 professionnels et puis en fonction de ça ils auront une note bonne ou mauvaise. Je leur souhaite bonne mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis après, comme on dit, Inch'Allah. Pauline, Laura, Dorine et Marjorie ont créé l'association MyVegan. Elles proposent sur leur site internet des produits 100% vegan dont les bénéfices seront reversés à une association de protection des animaux. L'idée est venue en fait en se renseignant sur les tendances actuelles et en fait on s'est rendu compte que le mode de vie vegan était quelque chose qui devenait de plus en plus important parce que les gens cherchent à consommer plus naturel, plus local, plus bio, à éliminer la viande suite aux nombreux scandales qu'il y a eu. Donc à partir de cette déduction, en fait, on s'est dit que c'était quelque chose qu'on pouvait développer et comme c'est des points de vente qui soient virtuels ou réels, qui sont assez compliqués à trouver, on a décidé de créer une e-boutique qui rassemblerait divers fournisseurs où les personnes pourraient se fournir en fait. Adeline, Laura, Thomas et Valentin, avec leur projet La Fabrique des Créatrices, basé sur un système d'abonnement, permettent aux clients de recevoir tous les mois des box surprises contenant des bijoux et accessoires faits main. Ces étudiants sont pourtant encore incertains quant à l'avenir de leur projet. Merci à vous. Comme je l'ai expliqué durant la soutenance, on a mis en place de nouvelles catégories, de nouveaux onglets sur notre site, notamment une boutique qui propose des bijoux et accessoires à part. Donc notre projet, c'est vraiment nos fonds personnels. Donc c'est basé sur ça et c'est aussi nous de regagner l'argent que nous avons investi. Donc là, c'est vrai qu'on est encore dans le flou. On continue malgré tout et on essaye de récupérer ce que l'on a investi.
Près de 14 créatrices sont déjà partenaires du projet. Sylvie en fait partie, elle crée des accessoires personnalisés, dont les pochons qui contiennent les différents articles proposés. La première chose, c'est que ce sont des jeunes. Déjà, ça, c'est très important pour moi. Et puis surtout parce que leur valeur, c'est le fait main. De mettre en avant des gens qui font de l'artisanat, qui font des choses par passion. Et ça m'a beaucoup aidé à choisir de les accompagner. En fait, ils ont tellement travaillé que ce serait dommage que ça s'arrête, franchement. Parce que je pense que c'est viable et que ça a de l'avenir. Maintenant, si ça s'arrête, tant pis. Mais peut-être qu'on continuera à faire des choses ensemble quand même. Le prix du jury a été accordé à la start-up Miel d'Artois. Reste maintenant aux étudiants de ces 5 projets de prendre l'initiative de poursuivre ou non l'aventure. Une décision positive déclencherait un possible lancement de carrière. Les résidents du foyer résidence Henriot de Méricourt ont eu la chance la semaine dernière d'aller se divertir et fouler les planches de la scène de la fête de la chanson à Arras. En effet, une dizaine de résidents accompagnés de leurs animateurs se sont rendus à l'hôtel de Guînes pour écouter et parfois même se faire écouter sur des airs de chansons françaises, parfois très peu connues, mais qui ont ravi le public présent. Une belle après-midi sous le soleil avec de beaux moments d'émotion. Appréciés par les résidents et par les spectateurs, nos aînés sont des vedettes, on en a la preuve, tout du moins à Méricourt. Voilà, effectivement. Oh, minha doce companhia. Comme on les aime. Porto. Porto. Regarde, facile à faire, un peu plus amour que d'ordinaire. On prépare les costumes, c'est un vrai plaisir de respecter. Et bravo à Damien, on peut applaudir notre pianiste. C'est maintenant l'occasion pour nous de retomber en enfance avec l'inauguration de la fresque Les animaux amoureux. Une fresque réalisée par les enfants de l'école maternelle Léo Lagrange à Liévin. Les travaux ont été effectués en une semaine seulement, du 29 mai au 2 juin, aux côtés de l'artiste Lem. Et c'est donc fièrement et dans une ambiance festive que les enfants ont montré à leurs parents leurs travaux sur les murs de l'école et les sous-bâtiments disposés au milieu de la cour le 20 juin dernier. Nous avons rencontré la directrice de l'école, très émue de présenter leur projet. L'équipe enseignante et l'artiste, on a décidé ensemble de ce qu'on voulait sur les murs. On a choisi le thème des animaux parce que ça parle à tous les enfants de maternelle, parce qu'au niveau du vocabulaire c'est très riche en plus et on travaille toutes régulièrement sur des albums de littérature de jeunesse en lien avec les animaux. Pour la petite histoire, on lui a dit qu'il fallait que tout l'amour qu'il y avait à l'intérieur de l'école, fallait qu'on le voit sur les murs. Les enfants, eux, ont fait tous les choix de couleurs eux-mêmes, donc ils sont tous venus par petits groupes. Ils ont choisi leurs couleurs, ils ont utilisé des pinceaux, des rouleaux, voilà, ils ont investi le matériel, ils ont investi les peintures, il y en avait partout parfois. Et ils ont tous peint à un moment donné, ou sur les sous-bassements ou sur la fresque qui est derrière moi. C'est un projet qui a été financé en partie par l'Éducation nationale parce que nous avons bénéficié d'une subvention classe APAC, projet artistique et culturel, et par la coopérative de l'école. Pour nous aujourd'hui, c'est une grande satisfaction de voir l'aboutissement du projet. C'est une grande satisfaction de voir toujours que les parents répondent présents aux événements qu'on organise. Et c'est tellement plaisant de voir le sourire des enfants quand ils peuvent montrer leur travail à leurs parents en fait. Qu'elle soit ludique, sportive ou culturelle, c'est un lot de manifestations qui attend les Bulligeois et Bulligeoises durant ce mois de juillet. L'été sera très animé pour petits et grands. Deuxième édition des Estivales le 8 juillet. Du 11 au 23 juillet, piscine en fête avec 2 soirées fluo organisées. Le feu d'artifice qui illuminera le ciel le 13 juillet. 3 soirées ciné-famille gratuites 13, 20 et 28 juillet, une messe-concert animée par l'ensemble Corda Sacra le week-end prochain et la 3e édition de Festimum de 14h à 20h ce samedi 1er juillet au stade Corbel. Vous retrouverez bien sûr tous les détails de ces manifestations sur notre page Facebook et sur le site internet de la ville de Bully-les-Mines. On écoute tout de suite Nicole Gruson, maire adjointe de la ville de Bully-les-Mines, chargée de la culture, des festivités et du devoir de mémoire. Tous les ans, nous animons la commune. Cette année, toutes les manifestations ça nous permet vous nous permettez aussi de communiquer sur l'ensemble des manifestations, dans les quartiers également, et aussi faire profiter aux Bulligeois, pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances, d'avoir des activités dans leur commune à proximité.
Nous démarrons le 1er juillet, ici même, au sein de ce stade Corbel, avec Festimum, la 3e édition. Un après-midi réservé aux enfants et aux familles, un après-midi avec beaucoup de surprises, beaucoup d'animations pour les tout petits et les plus grands. Tout est gratuit, tous les enfants de la commune, scolarisés dans la commune, ont reçu une Festicarte, donc pourront accéder gratuitement à tous les stands et les jeux sont gratuits bien entendu. Ces dernières années, nous avons réussi, nous espérons une belle journée ensoleillée. Venez nombreux, profitez de toutes ces actions qui vont avoir lieu sur votre commune, profitez du mois de juillet avec toutes les activités que nous pouvons vous proposer. Le complexe sportif André Bigotte était plein à craquer ce dimanche 25 juin pour le Gala de Gym de Arnes. Près de 400 spectateurs étaient présents pour applaudir et encourager les gymnastes. Et c'est dans une ambiance festive et avec plaisir que chacun des groupes, des baby gym jusqu'à la gym douce des vétérans, se sont lancés dans des démonstrations acrobatiques. Ce spectacle marque donc la fin de cette saison. Les inscriptions pour l'année prochaine auront lieu dès la semaine de la rentrée. Le 7 juillet prochain, les jeunes fraîchement diplômés pourront fêter l'obtention de leurs examens sur la plage du parc des Glissoires d'Avion. En effet, les villes d'Avion, Méricourt, Billy-Montigny et Salomine invitent les jeunes de leur commune à faire la fête lors de cette nuit des diplômés. S'amuser et décompresser de ces épreuves, tel est l'objectif de cette soirée. Au programme baignade de 17h à 21h avec de multiples structures gonflables qui seront installées ou encore des défis avec des lots à gagner. Puis un DJ sera présent pour le reste de la soirée et cela jusqu'à 4h du matin. La sécurité sera bien sûr au rendez-vous et c'est Olivier Lelieu, responsable jeunesse de la ville d'Avion, qui vous en parle au micro de Jadoron et Anthony Vermus. Une pièce d'identité est obligatoire pour venir ici sur le site, notamment pour les mineurs. Une autorisation parentale est disponible au sein des services jeunesse des 4 villes. Donc je répète, Avion, Salomine, Méricourt et Billy-Montigny, en sachant également que les transports en car sont prévus dans les 4 villes où il y a en fait différents points de ramassage et qui à partir de 17h ramasseront les jeunes toutes les heures pour les amener ici sur le site et sans les même pour le retour ou à partir de 1h du matin jusqu'à 3h du matin redéposeront les jeunes dans leur commune. Au niveau sécurité, forcément d'une part on passe par une boîte de sécurité donc qui va réunir une dizaine d'agents de sécurité ainsi qu'une mobilisation du personnel des 4 villes qui va regrouper une quarantaine de personnes. On passe par l'association Artois Secourisme, donc un poste de secours sera effectivement organisé avec tout ce qui est processus de intervention des secours, pompiers, SMUR si c'était nécessaire. Naturellement sur le site, aucune boisson alcoolisée ne sera tolérée, donc avec un système de palpation à l'entrée de la fête. Naturellement sur le site, il y aura une buvette et puis une restauration. Voilà, mais une buvette avec un alcool très très léger. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour aller à cette soirée, avoir vos diplômes. On accueille tout de suite notre invité du jour, Monsieur Gilles Briand, pour les 5 ans du bassin minier UNESCO. Monsieur Briand, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Bonjour. Alors, 5 ans du bassin minier UNESCO, le temps passe vite. Quel est le bilan de cette reconnaissance à l'UNESCO ? C'est difficile de faire un bilan sur un temps aussi court parce qu'on parle d'aménagement du territoire, donc c'est des choses qui nécessitent beaucoup d'années. Je pense qu'il y a quand même d'abord une fierté légitime d'être reconnu à l'échelle du monde. Et puis après, si on rentre un peu dans le détail, on a pu engager quand même beaucoup d'opérations en lien avec l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial, par exemple. Justement, quels sont les projets qui ont débuté ou qui sont déjà terminés et qui n'auraient pas eu lieu si on n'avait pas eu cette reconnaissance ? C'est difficile de dire que ces projets n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu la reconnaissance. La reconnaissance, elle a permis sans doute d'avoir un peu plus d'exigence sur la qualité urbaine, architecturale et paysagère qu'on doit avoir sur le traitement d'un certain nombre de sujets. Par exemple, la question des cités minières, c'est une question qui est évidemment prégnante sur ce territoire-là. Il y a encore beaucoup de logements miniers.
560 cités à peu près, et on en a 123 qui sont inscrites dans le périmètre, 124 qui sont inscrites dans le périmètre du patrimoine mondial. Évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut être très vigilant. Ça n'empêche rien. Ça permet beaucoup de choses, ça permet aussi de mobiliser des financements. Il n'y a pas d'automaticité quand on est inscrit au patrimoine mondial, il n'y a pas tout d'un coup une espèce de caisse avec un puissant fonds d'argent qui apparaît, mais ça permet de travailler dans le fond de la question architecturale, de la question paysagère, de la question urbanistique. Et souvent, quand les projets sont bons, on trouve les financements et on a pu, notamment sur un certain nombre de cités qu'on a appelées des cités pilotes, pour voir un peu comment on pouvait imaginer un futur pour ces cités, à la fois en termes de qualité d'espace public, d'habitabilité des logements, de rénovation thermique, évidemment. Regarder comment on pouvait aborder toutes ces questions d'ensemble. Et on a réussi à monter finalement un programme de financement de ces 5 cités à l'échelle de l'ensemble du bassin. Donc l'objectif, c'est à partir d'une expérimentation, de regarder comment on peut développer ces pratiques et faire que ça devienne quasi la norme. Alors évidemment, on a des fois des difficultés, on a des fois du patrimoine qui est vétuste, on a du patrimoine orphelin dont on ne sait pas encore quoi faire exactement. Donc tout ça, ça demande du temps. On a quelques chevalements qui appartiennent à des privés, par exemple. Donc il faut trouver un accord avec les privés, il faut trouver l'argent public pour les racheter sans doute, peut-être pour les rénover dans un premier temps, puis leur trouver un nouvel usage. Donc voilà, ça demande évidemment du temps, il n'y a pas de baguette magique, il y a beaucoup de travail. Au niveau touristique, est-ce que ça a apporté autre chose ? Est-ce que ça a attiré beaucoup plus de touristes grâce à cette reconnaissance ? Est-ce que vous avez déjà un impact sur le tourisme ? Alors c'est très difficile aujourd'hui de chiffrer ça, très honnêtement. Tout d'un coup, on apparaît sur la carte du monde. C'est ça, être inscrit au patrimoine mondial. On fait partie d'une communauté qui est à l'échelle du monde. Il y a des effets manifestes. Moi, je travaille tous les jours sur le site du 99 bis à Wany. Indéniablement, il y a plus de monde qui vient sur ce site. Ceci étant, mettre en place une vraie stratégie de développement touristique, ce qui est l'objet du contrat de destination que le territoire a signé avec l'État il y a maintenant 3 ans, ça aussi, ça demande du temps, ça demande des infrastructures, des superstructures. Il faut accueillir des hôtels, il faut développer des lieux pour accueillir les touristes. Alors, un exemple, dans le cadre du patrimoine inscrit par l'UNESCO, la Cité des électriciens à Bruyères-la-Buissière. On est vraiment sur un projet complètement tourné vers la question du bassin minier patrimoine mondial, puisque ce sera un centre d'interprétation sur l'architecture, l'urbanisme et les paysages. Et le projet s'est développé complètement dans cette logique-là. Et c'est à la fois un outil qui servira de médiation auprès de la population locale du bassin minier de la région, mais qui a évidemment vocation à accueillir des touristes. D'ailleurs, dans le projet, à côté du centre d'interprétation, on a un certain nombre de gîtes qui vont être développés. Est-ce qu'on peut redéfinir un peu le territoire qui est reconnu par l'UNESCO ? Alors déjà, l'échelle, c'est celle du bassin minier, donc en gros de Auchel à l'ouest, à Condé-sur-Escaut à l'est. C'est pas tout le bassin minier, parce qu'évidemment, les éléments du patrimoine minier, on avait fait un inventaire au début des années 2000, il y en a plus de 1000 éléments, donc il a fallu évidemment avoir une sélection pour que ce soit le plus représentatif possible de la globalité et de l'intégrité, de l'authenticité qu'on voulait mettre en avant. Donc aujourd'hui, c'est un périmètre qui comprend 353 éléments. Donc je l'ai dit, 124 cités, 21 chevalements, une cinquantaine de terris, des équipements sanitaires et sociaux, des écoles, des églises, des équipements médicaux. Tout ça réparti donc à l'échelle de l'ensemble du bassin. Alors ça a été dessiné très précisément. Hein. L'UNESCO était très, très exigeant, donc on a dessiné ça à la parcelle cadastrale. Et donc tout ce bien-là, 353 éléments, est inscrit au patrimoine mondial. Tout n'est pas protégé au titre des monuments historiques. Les cités minières, par exemple, ne sont pas protégées au titre des monuments historiques. Donc on a une exigence morale, en fait, vis-à-vis du monde, de préserver ce bien dans la durée. Mais on est aussi sur un territoire habité, et ça, je pense que c'est vraiment une spécificité de cette inscription. Et donc, il faut continuer de développer ce territoire. Et donc, il y a quelques mauvaises langues qui parfois disent que
on met sous cloche qu'on ne peut plus rien faire. C'est totalement faux. Il y a énormément de choses qu'on a faites et qu'on continuera de faire malgré l'inscription, ou grâce à l'inscription plutôt. Il n'y a pas de chape de plomb, il n'y a pas de mise sous cloche. Il y a vraiment une exigence de qualité dans les projets. Alors certes, oui, on ne va pas démolir brutalement une cité minière inscrite au patrimoine mondial. On va tout faire pour la sauver. Il y aura peut-être de temps en temps quelques cas désespérés de logements qu'on ne peut pas sauver, mais il faut que ça reste à la marge. Et ça veut dire qu'on se pose la question du patrimoine, tout d'un coup. Qu'est-ce qu'on fait d'un bâti ? On va au bout de la question, comment on le remet dans un usage nouveau, comment un logement devient attractif pour des années. La question du patrimoine, elle permet de rentrer dans d'autres sujets. Les cités minières... Personne ne peut croire qu'on aurait trouvé une solution miracle consistant à démolir toutes ces cités pour reconstruire du neuf. Les financements du logement public en France ne permettent pas ça. Et en plus, c'est mon avis, mais je pense qu'il est partagé par un certain nombre, il y a de la qualité urbaine dans ces cités, il y a de la qualité architecturale, de la qualité paysagère. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, sur ce territoire-là, on peut se dire qu'il y a de la beauté historique, qu'il y a de la beauté architecturale, qu'il y a de la... Il y a une conception des cités minières dont on devrait, à mon avis, très largement s'inspirer aujourd'hui quand on continue de développer la ville. Et peut-être même qu'il faudrait se poser la question de non plus développer la ville pour l'étendre et consommer des terres agricoles, par exemple, mais plutôt travailler sur ce qu'on appelle le renouvellement urbain, c'est-à-dire travailler à partir de l'existant et le transformer, l'adapter. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans les cités minières, c'est ce qu'on essaye de faire avec les terris pour lesquels on essaye de trouver de nouveaux usages liés à la valorisation environnementale, au développement des pratiques sportives. Donc voilà, c'est l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial, c'est un vrai projet de développement. 5 ans, donc gros anniversaire. Ouais. Est-ce qu'il y a des événements alors, sur tout le territoire ? Alors, depuis 4 ans maintenant, depuis la première année, on a souhaité effectivement marquer un temps fort au moment de l'anniversaire de l'inscription. Donc, on a créé une quinzaine festive qui s'appelle le bassin minier fête le patrimoine mondial. Et là, pour les 5 ans, c'est-à-dire à 1 an de la clause de revoyure, parce qu'on va se revoir avec les experts de l'UNESCO l'année prochaine pour faire un peu le bilan de ce qu'on a fait pendant ces 6 premières années. Donc, on s'est dit que voilà, marquer les 5 ans, c'était intéressant. Vous me parliez tout à l'heure de tourisme. L'idée, c'est aussi de montrer qu'à travers les événements du territoire, on peut aussi devenir une destination touristique par court séjour. Et on a construit effectivement ce 5e anniversaire avec ça en tête. Alors on n'est peut-être pas arrivé tout à fait au résultat qu'on espérait, parce que voilà, il y a besoin de s'organiser tous ensemble. Et en France, vous savez, on a un grand millefeuille administratif, et donc faire travailler tout le monde ensemble, c'est un vrai pari. Mais pour autant, le week-end festif là, qui va démarrer demain, l'idée, il y avait derrière de se dire... Un couple, une famille de Parisiens, des Anglais, des Belges, peuvent se décider de venir dans le bassin minier pour découvrir ce patrimoine-là à travers un événement spécifique qui est l'anniversaire de l'UNESCO. Donc, et c'est un peu l'objectif du contrat de destination, que de développer au maximum le tourisme événementiel et le tourisme culturel. On a énormément d'éléments attracteurs. On a un territoire très largement couvert par l'UNESCO au titre du patrimoine minier, au titre des beffrois, au titre des géants à Douai, etc. Donc il faut vraiment qu'on mise là-dessus. L'idée, c'est aussi de se dire qu'on est sur un grand territoire. Donc ça passera forcément par l'itinérance, donc il faut aussi qu'on organise ça. Il faut développer les capacités hôtelières, il faut que les sites soient en capacité d'accueillir partout, hein. Tout ça, ça prend du temps, hein. Accueillir des touristes, c'est déjà avoir un bureau d'accueil sur les grands sites de mémoire. On n'en est pas encore tout à fait là. Ça se développe tout doucement. On en a à Los Angeles, il y a un bureau d'accueil qui s'est ouvert il n'y a pas très longtemps. Il y en a un qui est inauguré à Walers-Sarambert, à l'autre bout du bassin. Donc voilà, les choses se mettent en place.
Et voilà, on va tester un peu avec le week-end festif, à la fois l'appropriation de ce patrimoine par les habitants du territoire, et ça c'est vraiment un message que moi personnellement j'ai envie de lancer aux habitants de ce territoire. Allez découvrir ce patrimoine, il est à côté de chez vous. Souvent quand on a des choses à côté de chez soi, on ne les regarde plus. Donc là il faut vraiment essayer de sortir avec un œil neuf. Il faut grimper sur les terris parce que c'est comme ça qu'on comprend le mieux comment est organisé ce territoire. Et puis il faut se balader au gré des quelques cités minières qui sont inscrites au patrimoine mondial. Il y a un site, bassinminierpatrimoinemondial.org, qui permet de vraiment aller dans le détail de cette inscription. Et puis pour ce qui concerne la quinzaine qui arrive, il y a un autre site, bassinminierfête.fr, avec toutes les festivités de la quinzaine. 2-3 grosses manifestations ou Oui, celle qui arrive là dès demain, donc à Bruyères-la-Buissière, au Stade Parc et à la piscine Roger Salingros. Donc très bel équipement construit au début des années 30 en pleine période Art déco. Donc on va transformer ce lieu en un lieu festif pour la soirée entre 19h et 1h du matin, avec une mise en lumière du patrimoine arboré du parc, qui est vraiment un patrimoine arboré exceptionnel, et une séance de mapping sur la piscine. Donc la piscine ce soir-là sert de décor. Ce n'est pas un lieu où on pourra se baigner, donc il ne faut pas venir avec un maillot de bain, mais il faut venir avec les yeux grands ouverts pour découvrir cette piscine, qui est une des toutes dernières piscines Art déco encore en fonctionnement en France, qu'on va sublimer à travers l'évocation de son architecte, Paul Hanotte, de la période dans laquelle elle s'inscrit, qui est une période artistique foisonnante. On rendra hommage à Mondrian ou à Delaunay, et puis on invitera les gens au voyage, parce que c'est aussi l'époque des grands voyages transatlantiques, c'est l'époque du Front populaire et des premiers congés payés. Enfin voilà, on va essayer d'évoquer tout ça. Alors dans un temps très court, le mapping est une prestation artistique exigeante et coûteuse, donc on n'a pas fait quelque chose qui dure très longtemps, mais franchement déjà la piscine toute seule c'est un endroit magnifique, et là ce sera vraiment magnifié par le travail de Daniel Charpentier, avec lequel on travaille sur cet événement. Donc ça c'est demain soir. Ça c'est demain soir, Bruyères-la-Buissière, rue Roger Salingros, vous pouvez pas le rater. À partir de 19h, il y a à manger sur place, il y a à boire, il y a plein de compagnies de théâtre de rue, d'artistes, de danseurs, de théâtreux qui vont animer le parc jusqu'à 23h, et ensuite entre 23h et 1h, 1h30, on amènera les gens à voir le spectacle de la piscine. Ensuite, il y a les Rutilants, je crois. Ensuite, oui, on est en partenariat avec l'équipe du 9-9 bis pour la 13e édition des Rutilants, qui a très largement musclé sa programmation. Donc ça, c'est samedi 1er juillet à partir de 17h. Donc il y a le format qu'on connaît bien des Rutilants, qui mêle des fanfares venus d'un peu partout dans le monde, avec des visites patrimoniales, des ateliers de création artistique. Là, il y aura un atelier de création de lanternes pour les enfants, avec une programmation qui a été un peu densifiée. À l'occasion des 5 ans. Donc on aura les gros temps forts, c'est un concert de Chantel, qui est un DJ allemand qui a fait quelques tubes et qui est vraiment dans une ambiance balkano-festive très sympa et très dansante. Donc ça, ce sera dans le Métaphone. On a un spectacle qui s'appelle Les Sirènes sonores, qui est donc un dispositif mobile de très grandes sirènes, notamment la sirène du paquebot France, et qui permet d'accompagner le public dans une déambulation sur le site avec une mise en scène son et lumière. Et puis on finira à 23h par la réunion en fait de 3 brass bands de la région, le brass band Atouvent, le brass band des Hauts-de-France et le brass band de Douai, qui ensemble, 90 musiciens, joueront des morceaux qui nous permettront d'évoquer l'histoire du bassin minier, l'esprit de fête, les voyages et les migrations qui ont été nécessaires au développement de tous les bassins miniers du monde. C'est ce qui donne aussi l'universalité du bassin minier et donc son inscription au patrimoine mondial. On va évoquer aussi les moments plus difficiles de l'histoire de la mine, les catastrophes, ces moments d'angoisse liés à la dangerosité du métier de mineur. Et puis enfin, on finira sur un morceau très très dynamique et très péchu qui montre que le bassin minier continue son histoire, qu'il y a des perspectives de développement et de résilience. Et tous ces spectacles, on peut les retrouver sur alors, tout ça sur le site internet bassinminierfête.fr, sur la page Facebook, évidemment, Bassin Minier Fête le patrimoine mondial. Toutes les infos sont sur la page. On est très réactifs quand il y a des questions, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des événements sur le
sur le bassin minier, Lens-Liévin, Lausanne-Goël, etc. Je m'attendais à cette question un peu piège. Oui, bien sûr qu'il y a des événements sur le territoire. Il y a notamment samedi après-midi sur la base du 11-19, en lien avec l'Office de tourisme et le Pays d'art et d'histoire, il y a quelque chose qu'on peut apparenter à petite chasse au trésor autour des loisirs du mineur. Donc c'est un moyen de découvrir de manière très ludique en famille le site du 11-19 et sa périphérie. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à y aller. Alors après, pour le détail de tout ce qui se passera sur le territoire, je vous invite vraiment à aller sur le site parce qu'il y a 80 manifestations, c'est difficile de les avoir toutes à l'esprit. Si je peux me permettre aussi d'ajouter dimanche à 14h au centre historique minier de Leeuwarden une battle d'harmonie. Donc on revisite un peu cette tradition qui faisait que les fanfares allaient de village en village dans le cadre de concours. Et puis à Wallers, donc pas très loin finalement du centre historique minier de Leeuwarden, on peut faire d'une pierre deux coups. Wallers-Arambert revisite la Ducasse d'antan. Et donc on aura des manèges, des jeux plutôt des années 50. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait il y a 3-4 ans, que la commune de Wallers avait déjà fait il y a 3-4 ans et qui avait très très bien marché. C'est vraiment une manière de se dépayser et de revisiter un peu son histoire. Vraiment un beau programme alors pour ces 5 ans du bassin minier et UNESCO. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci à vous de m'avoir invité. On rappelle toutes les informations sur le site internet bassinminierenfait.fr. bassinminierenfait.fr. Et puis, bon anniversaire. Merci. Il n'est pas reconnu au patrimoine de l'UNESCO, mais ça ne devrait pas tarder. On retrouve tout de suite notre ami Fred pour les résultats sportifs de la semaine dernière. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, j'adore tes lancements. Merci beaucoup. Alors on commence avec les supporters de Lens qui se mettent au futsal. Et oui, la fédération de supporters Lens United rassemble plusieurs groupes de défenseurs du Racing Club de Lens. Et récemment, cet organisme a lancé un appel pour constituer une équipe de futsal. Lens United veut réunir les supporters, mais également d'anciens joueurs du Racing. Une chose est certaine, Franck Quedru jouera dans cette équipe. Il sera présent aux détections organisées le 4 juillet prochain à la Halle Coubertin de Lens. Donc si vous désirez participer à ces essais, rapprochez-vous de la fédération Lens United. L'US Vimy cherche un stagiaire en préparation physique. Oui, c'est un message qu'a publié le club sur son compte Facebook hier matin. L'US Vimy évolue en division honneur, ce qui est le 6e échelon du football français, et cherche quelqu'un pour s'occuper des échauffements ou encore du maintien en forme des joueurs de l'équipe première. Le préparateur physique sera en contact direct avec l'entraîneur de l'équipe et le staff. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter par mail Makloufi Rebatachi sur sa boîte mail makloufi21@gmail.com makloufi21@gmail.com. On indiquera en bas de l'écran l'adresse mail. Exactement. On passe au handball avec les carabiniers de Billy-Montigny qui changent d'entraîneur. Oui, le duo Yannick Collot-Alinaka ne sera pas présent sur le banc rouge et blanc la saison prochaine. Il a été remplacé par Thierry Micolon, ancien entraîneur du Sambre Avesnois Handball qui a fait monter son équipe en 2e division la saison dernière. Les carabiniers de Billy-Montigny présidés par Thierry Skadarek font le choix de l'expérience et montrent clairement leurs ambitions après la 3e place obtenue la saison dernière. Merci Fred. Je t'en prie. Alors pas de Nelly aujourd'hui, désolé, pas d'agenda culturel, mais on vous rappelle juste quelques informations pour ce week-end. Un pique-nique géant à Givenchy en Goël pour célébrer la fête nationale du Canada et les 5 ans de bassin minier UNESCO avec une tonne de manifestations et d'activités pour le week-end. Télégoël sera sur le terrain, j'imagine. Je pense qu'on sera pour quelques événements, pas tous. Je vous souhaite donc un bon week-end. Sortez, cultivez-vous et amusez-vous bien. Juste après le JT, une rétrospective des différentes manifestations et festivités qui ont eu lieu la semaine dernière sur le territoire. Les Médériales, Tara de Ruse, les Géants lensois. Quant à nous, on se retrouve, vous le savez, sur Facebook, sur télégoël.fr pour voir ou revoir ce que vous aurez manqué. À bientôt sur Télégoël.